Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire suite au webinaire qu'on a effectué cette semaine, la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire en compagnie de Netbricks, notre partenaire sur la traçabilité, la sécurité et la conformité de vos données et de la surveillance de votre Active Directory. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Damien Labib de Neovat, qui est notre partenaire revendeur fournisseur. Donc avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais refaire une présentation synthétique de Monaco Digital. Alors Monaco Digital Avant-Garde, pour ceux qui ne connaissent pas, est une entreprise de services numériques connue à Monaco sous le nom Monaco Digital et connue en France sous le nom Avant-Garde. Donc, pour information, le nom Monaco Digital permet de renforcer notre position de leader au sein de la principauté sur les métiers du numérique. Notre concept est de mettre à disposition des entreprises publiques et privées de Monaco un bouquet complet d'expertise informatique et en local, puis d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique. Donc, ce catalogue grandit et évolue en fonction des projets et des besoins de la principauté. Aujourd'hui, notre objectif est de profiter de notre dynamique et de notre savoir-faire afin de développer notre activité en France, notamment en région PACA et en région parisienne. Donc, voici quelques chiffres concernant l'entreprise. Monaco Digital Avant-Garde, aujourd'hui, c'est environ 200 personnes, un chiffre d'affaires qui avoisinait les 30 millions d'euros l'année dernière, 4 sites géographiques stratégiques, donc le siège à Monaco, Sophia Antipolis, Aix-Marseille et bien sûr une agence à Paris. Et donc plus de 850 clients. Donc, comme indiqué, en France, nous sommes connus sous le nom Avant-Garde. Nous rencontrons une forte croissance depuis 3 ans. Cette croissance nous a poussé à nous réorganiser en interne, notamment en créant des centres de services par domaine de compétences. Aujourd'hui, notre entité est composée de plusieurs centres de services, donc infrastructure et réseau, conseil et transformation digitale, cybersécurité, développement d'applications et infogérance. Également, nous avons un campus, pour ceux qui sont venus nous visiter, à Monaco qui nous permet d'accompagner les clients sur des formations, sur de l'accompagnement sur les soft skills, les nouveaux usages, les nouveaux métiers, etc. Donc, notre centre de services conseil et transformation digitale accompagne les clients dans la gestion de leurs projets métiers et techniques, dans la stratégie relative à leur transformation numérique, puis dans l'organisation des services informatiques. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs certifications et de labels qualité, notamment en management et en gouvernance. Nous sommes certifiés PMI, PMBOK, donc Project Management Body of Knowledge, et également ITIL. Notre cellule cybersécurité est certifiée CISSP, Certified Ethical Hacker et ISO 27001. À noter que nous sommes le premier intégrateur à être certifié PASSI en principauté. Donc, il s'agit des prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, cette certification nous permet de réaliser des audits de sécurité et notamment des prestations qualifiées conformes au référentiel PASSI, donc sous l'autorité de l'ANSSI et de la MSN en France, à Monaco, pardon, donc, qui est l'agence monégasque de sécurité numérique. Donc aujourd'hui, on est capable de vous accompagner, nous, Monaco Digital Avant-Garde, sur l'accompagnement du service, du consulting, sur tous les domaines relatifs à la protection, à la gouvernance des données et donc à la sécurité. Et grâce à notre expertise, on vous fait bénéficier de notre vision à 360 degrés pour tous les sujets du moment, notamment la mise en conformité et augmenter votre niveau de sécurité. Donc, le centre de services infrastructure et réseau de Monaco Digital Avant-Garde est composé de 6 équipes, réseau et sécurité, protection et gouvernance des données, infrastructure et stockage, cloud, poste de travail et une activité autour des activités Apple. Donc, nous proposons différentes activités d'ingénierie via un catalogue infrastructure complet, notamment le conseil, l'expertise, l'intégration, la sécurité, le stockage moderne, les infrastructures virtualisées
bien entendu la sauvegarde moderne et le disaster recovery, et aussi une autre expertise en réseau. Et enfin, une activité cloud avec une offre de services en ligne complète via de l'hébergement d'infrastructures as a service et de software as a service, mais aussi de backup as a service et de disaster recovery as a service. Nous avons fait le choix de créer une équipe dédiée à la protection et à la gouvernance des données afin de répondre à nos besoins clients, hein, notamment sur les domaines de la gouvernance de la donnée. Et on travaille étroitement avec le centre de services cybersécurité. Donc avec Netwrix, donc on est partenaire depuis plusieurs années maintenant. On a un statut de Silver Partner, donc d'intégrateur et revendeur des solutions Netwrix. Et bien sûr, nous avons des certifications plus techniques, notamment nous sommes Certified Pro Netwrix. Au niveau de l'accompagnement, on peut vous accompagner soit de manière globale, soit par silo, sur toute la chaîne relative à un projet de gouvernance et de mise en sécurité. Donc, on peut vous accompagner sur la partie design, l'étude, les conceptions d'architecture, etc. Aussi dans les phases d'intégration, donc de déploiement de la solution et de mise en conformité, gestion des droits et des accès, etc. On fait également de l'accompagnement, c'est des missions de plus de conseils, de consulting, d'interprétation, d'identification des menaces et des remédiations associées, de création d'alertes, des activités autour de la classification et donc d'identification des golden data, donc les données stratégiques, les données sensibles. Également du support et du run, et notamment si vous avez des alertes en temps réel relatives à des comportements anormaux, on peut faire de l'assistance premier niveau en cas d'alerte suspecte. Et bien sûr, de la rédaction de corpus documentaire, donc tout ce qui va être relatif à ces missions, les dossiers d'architecture technique, les guides d'utilisation, d'exploitation, les dossiers de migration, les dossiers de gestion de crise, etc. Donc, je laisse maintenant Damien vous présenter la solution Netwrix plus en détail. Merci beaucoup, Christopher. Merci à tous de votre présence. On va effectivement du coup discuter ensemble pendant le reste de cette présentation de l'outil et plus précisément, on va parler de l'outil en lui-même avec la console, puisqu'on va essayer de dédier le temps qui nous reste sur la démonstration de l'outil. Dans le cadre GoToWebinar, vous avez une petite section questions. Je vous invite tout au long de la présentation à vraiment l'utiliser autant que vous voulez. On va essayer de se garder à la fin de cette démonstration un petit quart d'heure pour faire des échanges questions-réponses, qu'elles soient techniques, qu'elles soient commerciales, de use case ou quoi que ce soit. Et donc Christopher et moi, on sera à votre disposition pour répondre à toutes les interrogations sur le sujet. Donc, ce que vous voyez effectivement à l'écran pour l'instant, c'est la console de Netwrix Auditor. Alors, Netwrix Auditor, comme le disait Christopher, pour résumer, c'est un outil qui va vous permettre de sécuriser le système en identifiant potentiellement la donnée sensible, mais en résumé, tout simplement, en répondant à 3 questions. Qui fait quoi, où et quand? Donc, faire de la traçabilité, avoir des états des lieux de votre système ainsi que des alertes quand on a des problèmes, donc faire de l'audit et de l'alerting. Et enfin, pour terminer, identifier où se trouve la donnée à caractère sensible, personnel, en fonction des différents cas d'usage, donc faire de la classification de la donnée. Ensemble, aujourd'hui, on va voir quelques cas d'usage. On va travailler sur différentes manières d'exploiter l'outil. Mais surtout, pour bien comprendre la philosophie de Netwrix, il faut commencer par une toute petite brique de technique très light sur l'architecture. En fait, vous voyez ici à l'écran que du coup, j'ai une machine Windows qui héberge cette console Netwrix Auditor. Vous voyez, j'ai un Windows Server 2012 R2, tout ce qu'il y a de plus classique derrière. À cette console, j'ai associé une base de données SQL qui va en fait me servir à être alimentée
par les différents journaux d'événements des objets Microsoft que je vais auditer. C'est là en fait toute la philosophie de Netflix. Vous allez associer à votre console et votre base de données un compte de service, donc en fonction des différents objets que vous voulez auditer. Et ce compte, eh bien, en fait, va aller par requête réseau récupérer les différents journaux d'événements sur l'ensemble de vos objets. C'est-à-dire que vous allez lui déclarer, par exemple, vous voyez dans le menu Quick Start à gauche, des objets spécifiques qui vous intéressent à monitorer. On parlera du licensing de Netflix ensemble à la fin, mais vous allez lui dire, eh bien voilà, moi j'ai tel fort AD que je voudrais monitorer, j'ai tel serveur de fichiers, j'ai des serveurs Windows, j'ai des bases de données SQL, bref, vous lui déclarez ces différents objets et l'outil va, de manière incrémentielle, eh bien, aller récupérer l'ensemble des informations sur les différents journaux d'événements des différents objets. D'accord. Il va les rapatrier localement dans la base de données SQL propriétaire à Netflix. Et tout ce qui va suivre dans la démonstration, toutes les requêtes qu'on va faire ensemble, les recherches, lancer des rapports, faire de la classification, tout ce que vous voulez, tout se fera localement dans la base de données. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est un double aspect. Le premier, Netflix s'appuie sur des éléments existants, donc il est totalement non intrusif, entièrement sans agent. Il n'y a rien à déployer sur les serveurs de fichiers, rien à déployer sur les serveurs Windows, les contrôleurs de domaine, tout ce que vous voulez. C'est tout ce qu'il y a de plus sans agent et non intrusif. Et en plus de ça, eh bien, Netflix va vous permettre tout simplement de en fait mettre en place des requêtes extrêmement potentiellement complexes dans votre recherche, mais de le faire uniquement en consommant de la ressource locale Netflix et de ne rien avoir à travailler avec votre serveur de production. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez compris ça, vous savez qu'en fait, tout ce qui est journalisé sur les différents objets Microsoft, eh bien, vous allez le retrouver dans Netflix. Une fois que je lui ai déclaré mes différents objets, il va venir incrémenter ma base de données. Ok, super. Maintenant, je vais pouvoir exploiter mon outil. Je vais pouvoir commencer à faire des requêtes, des demandes, etc. Et il faut comprendre que ces demandes, enfin ces objets, pardon, vont être traités à travers trois vecteurs. On va avoir une barre de recherche, on va avoir un segment rapport et une bibliothèque d'alerte en temps réel. Alors je vais commencer par la partie recherche puisque c'est celle qui fait un petit peu l'effet waouh, convenons-en, et qui surtout en fait simplifie grandement la vie aux différents utilisateurs de Netflix, et Christopher confirmera sûrement ce que je dis à la fin de cette présentation s'il a des cas d'usage, mais en fait là vous allez retrouver le Google de votre SI. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, faire de l'audit, c'est long, c'est fastidieux. Il faut savoir comment construire une requête, comment demander des choses à l'outil, savoir où ça va taper. Typiquement, vous avez un collaborateur qui vient qui dit au support, bah tiens, on a des fichiers qui ont disparu. Ok, super. Comment est-ce qu'on va essayer d'avoir cette information? On va aller chercher dans différents rapports sur quoi est-ce que ça tape, du comment, de quelle base de données et où est-ce qu'était le fichier à la base, etc., etc. Ici, vous allez ni plus ni moins que poser des questions en langage naturel. Vous voulez savoir ce qu'il est arrivé à un fichier ou ce qu'a fait un collaborateur, et bien vous tapez le nom du fichier ou du collaborateur. Typiquement, je veux savoir ce qu'a fait un admin dans mon cas de figure, par exemple. Je tape admin. Tout de suite, donc je peux chercher juste la chaîne de caractère admin, pourquoi pas, mais il me propose de variabiliser. C'est-à-dire, il me dit, OK, est-ce que ce qui t'intéresse, c'est le user admin? C'est une action qui s'appelle admin. C'est un objet, un partage qui s'appellerait admin. Bon, moi, je vais dire, non, non, c'est mon user. Et à partir de là, je lance ma recherche. Systématiquement, il va vous présenter les informations de la même manière, à savoir qui a fait quoi, où et quand. Donc ce qui, quoi ou quand, en fait, ça va être la nomenclature que vous allez utiliser tout au long de l'usage de Netflix pour traduire simplement les différentes informations. Le but, vous voyez, hein, c'est pas de vous mettre du log brut, c'est de vous mettre des choses qui sont faciles à comprendre. L'administrateur a modifié ceci sur tel objet, tel jour à telle heure. Mais vous allez surtout pouvoir variabiliser vos recherches très facilement. On peut se baser sur des critères basiques, simples. Donc là, ici, typiquement, j'ai l'user admin. Je vais lui demander est-ce qu'il a modifié, par exemple, des policies. Hop, et je vais relancer ma recherche. Ici, il va me sortir l'ensemble des modifications faites sur des policies sur la timeline suivante, donc en fonction du temps, ce qui remonte le plus ancien, entre guillemets, dans ma base de données à moi. Et sur chacune des informations, eh bien, j'ai en fait donc l'historique de l'action, donc ce qu'il a fait, l'administrateur a modifié tel GPO sur tel contrôleur de domaine tel jour à telle heure. Sur l'onglet de droite ici, vous voyez que j'ai la possibilité
eh bien d'aller granulariser mon information, c'est-à-dire d'avoir le détail du log, tout ce qui a été fait précisément. Mais dans la vision macro ici, vous voyez qu'on retrouve en fait tout de suite mise en exergue eh bien l'information qui nous intéresse, c'est la valeur avant-après de la modification. Et ça, que je parle d'un élément système, que je parle d'un fichier qui a été renommé, déplacé, copié, que ce soit une configuration ou tout ce que vous voulez, Netflix, lors d'une modification, systématiquement vous donnera la valeur avant après modification. Le but, c'est de très simplement vous présenter eh bien, la réponse à votre question, vous dire, je ne sais pas, vous avez un routeur qui répond pas comme il devrait, vous supposez qu'il y a quelque chose qui a été modifié, bon, ok, très bien, vous cherchez la modification, l'outil vous dit effectivement la configuration de ce routeur a été modifiée, mais sans vous en dire plus. Bah, ça vous fait une belle jambe, c'est pas très intéressant. Ce qui va vous intéresser, c'est oui, ça a été modifié, telle était la valeur avant quand ça marchait, telle est la valeur après. J'insiste sur un point très fort. Comme l'a été exprimé dans la présentation de tout à l'heure, Netflix est un outil d'audit, de traçabilité, donc de visibilité au sens large, mais en aucun cas un outil de prise en main. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai identifié ma problématique, je veux faire un rollback, c'est en utilisant mes moyens dits legacy, c'est-à-dire en faisant vos modifications à travers différents objets. En aucun cas, Netflix, vous aurez un bouton où là, je vais cliquer sur rollback et je vais revenir en arrière ou je vais remettre mon ancienne configuration. C'est purement un outil de visibilité. Là, je vous ai montré des critères, on va dire, relativement simples, mais je peux aller beaucoup plus loin puisque ici, si je m'intéresse à des actions, par exemple, je peux faire des ajouts, des suppressions, des modifs, des fails d'attempt, je peux faire des lectures, je peux faire des renoms, des mouvements, des check-in, des check-out, des log-on, des log-off. Enfin, voilà, je peux granulariser très grandement, de même dans le type d'objet qui m'intéresse. Là, j'ai mis des policies, mais ça peut être des computers, donc des comptes machines, pardon, des fichiers, des users, des partages, des OU, des logons, des logoffs, des connexions, des ouvertures de session, des fermetures. Enfin, voilà, je peux vraiment aller jusqu'au niveau de granularité qui m'intéresse. Et chacune de ces recherches eh bien, peuvent être exportées, automatisées. Quand je dis automatisées, c'est-à-dire souscrit, en fait, on appelle ça la souscription dans Netflix, c'est que vous allez la recevoir par email à des itérations qui vous intéressent, ou alors tout simplement, eh bien, vous pouvez vous en servir pour créer une alerte. On verra à la suite de ça comment ça fonctionne. Donc voilà pour cette barre de recherche. Encore une fois, s'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas à poser vos questions. On passera quelques minutes ensemble pour y répondre tout à l'heure. Donc, on a vu le module recherche. On va passer maintenant au rapport. Alors, il y a un point très important sur l'ensemble des rapports et sur d'ailleurs l'ensemble de la démonstration que je suis en train de vous faire, c'est que tout ce qui est présenté là est natif dans l'outil. Ça, c'est un très gros avantage par rapport à tous les outils d'audit que vous pouvez trouver sur le marché, et que je parle de concurrents directs à Netflix ou que je parle d'outils de type SIEM, etc. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Ceci dit, le gros intérêt d'un Netflix dans un contexte client, c'est de vous faire gagner du temps parce que tout ce que je vous présente est déjà dans la boîte. Tous les rapports sont préconfigurés, toutes les alertes que je vais vous montrer sont configurées aussi, et les bibliothèques après également. Il n'y a pas de surcoût et il n'y a pas de développement spécifique sur chacun de ces rapports. On va s'intéresser ensemble, si vous le voulez bien, au serveur de fichiers et à l'Active Directory. Je vais faire une vision assez exhaustive de ces deux-là, pas aller trop sur les autres modules pour qu'on gagne du temps. La philosophie est exactement la même pour tous les modules, mais si jamais vous avez besoin, on pourra après regarder certaines choses un peu plus en détail ensemble dans les autres objets. Donc vous voyez, pardon, que sur la partie serveur de fichiers déjà, et c'est la philosophie des autres objets, on a deux sous-familles. On a l'activité du serveur de fichiers et son état des lieux. Donc l'activité, on ne va pas réinventer la roue, hein, c'est qui va créer, modifier, supprimer, que ce soit des fichiers, que ce soit des droits, des partages, l'accès à un partage, la vie de votre serveur dans fichier en fait, que ce soit de la création, de la modification, de la suppression, enfin voilà, toute cette vie, tout ce qui est basé sur du log. Mais on a en plus une autre sous-famille qui est la sous-famille état des lieux. L'état des lieux, c'est en fait d'avoir la capacité ici de dire on va faire une photo à un instant T de votre système de fichiers. La photo, ça va être de dire en fait on va se baser sur la racine NTFS ou CIFS en fonction de ce que vous présentez à l'outil et bien de votre filer, et on va vous dire voici l'état des configurations. Voici l'arborescence de mes partages. Potentiellement, voici la liste des droits attribués à chacun des partages. Et c'est là que ça prend un grand intérêt parce que faire un historique des modifications, c'est très bien pour du ponctuel, pour du besoin de remédiation ou tout simplement pour de l'investigation dans le futur.
c'est très utile. Ceci dit, là, ça vous permet de vérifier que les bonnes politiques sont bien appliquées. J'entends par là, en fait, on va pouvoir par exemple partir, je ne sais pas, de l'arborescence de mes partages. Tiens, je vais lui dire, montre-moi tout le partage de tous mes chemins. Désolé, c'est un peu long, c'est les aléas du télétravail. Et en fait, dans ce rapport, donc je vais retrouver l'ensemble de l'arborescence de mes chemins. Donc je vais avoir partage par partage dans chacun de ces objets. Et vous retrouvez en fait dans tous les rapports la philosophie de la barre de tout à l'heure, c'est le qui, quoi, où, quand. J'ai mis le où, mais aussi j'ai mis qui en était le propriétaire, quels étaient les fichiers à l'intérieur, enfin combien j'ai de fichiers à l'intérieur, quelle est la taille du partage. Mais à chaque fois que j'ai de la surbrillance, j'ai la possibilité de faire un drill down, donc d'aller investiguer dans le partage en question. Et là, je vais demander de mettre ce partage en question et qu'on me donne sa structure. Donc DataShare, qui est mon dossier racine, on me dit déjà, bah tiens, tu as des permissions qui sont différentes du dossier parent. On me dit ici, bah voilà la liste des personnes qui ont les droits dessus. On me dit quel est le type de permission de chacun de ses collaborateurs. Donc, bah, est-ce que lui, il a juste de la lecture? Est-ce que lui, il a du full control, etc., etc. Mais surtout, et c'est là que c'est intéressant, on me dit d'où viennent ces droits. Est-ce que ce sont des droits natifs? Est-ce que ce sont des droits hérités d'un groupe? En fait, tout l'intérêt ici, il est de vérifier que les bonnes politiques de traitement des droits sont appliquées. On n'a pas une personne qui peut typiquement aller, je ne sais pas, être dans 2 OU ou avoir changé de service et avoir gardé les droits sur son ancien répertoire. En fait, le but du jeu ici est de vérifier donc non seulement la conformité de vos droits, mais surtout leur usage, puisque je vous montre ici donc un rapport des permissions par partage. Donc ici, folder and file permission, c'est le répertoire sur lequel le rapport, pardon, je vais y arriver, sur lequel on était, mais on a en plus de ça la possibilité de le faire par exemple par user. Là, je lui demandais le où, donc quel répertoire, je peux lui demander le qui, quel collaborateur, et la liste des droits qu'il a, ou la liste des partages pardon, auxquels il a des droits. Mais ce qui est très intéressant pour vous, c'est de vérifier la cohérence de ces droits avec les usages, comme je le disais. Pourquoi? En fait, ici, vous voyez, on a 2 rapports qui sont les permissions excessives, où en fait, ça va revenir à dire, bah, on a un problème chez l'ensemble des clients qu'on recense en audit, c'est tout simplement de dire qu'on se retrouve à avoir des collaborateurs qui disent avoir besoin des droits. Donc bah voilà, on a un mode projet, on a une méthode agile, on a tout ce qu'on veut. Un collaborateur vous dit oui, oui, il est impératif que j'ai accès à ce répertoire, ceci, cela. Au final, on se rend compte qu'il y va quasiment jamais. Et un collaborateur qui a accès à un répertoire mais qui n'y va jamais, bah, c'est une surface d'attaque bien trop importante. Et le cas échéant, s'il se fait crypto-locker, ransomware ou ce que vous voulez, eh bien, on va se retrouver avec quelqu'un qui va crypter des fichiers qui n'auraient pas dû être cryptés parce qu'il n'aurait pas dû avoir accès à ça. Donc tout simplement, ce que vous allez faire ici en lançant ces rapports qui sont encore une fois automatisables, vous pouvez les recevoir par email à des itérations que vous voulez aux personnes que vous voulez, eh bien on va être capable de dire, dis-moi toutes les personnes qui ont les droits sur un partage, mais qui n'y sont pas allées depuis X temps. Donc en fait, là j'ai dit 0 fois en 30 jours, c'est natif dans l'outil. Vous avez reconnu que derrière, ce sont des reporting services SQL, hein, donc c'est assez facile à bricoler comme rapport. Et je vais lui dire, bah voilà, dis-moi les personnes qui sont allées 0 fois en 10 jours, 30 jours, 200 jours, tout ce que je veux. Et à partir de là, j'ai une politique bien, de vérification de mes usages et de mes conformités qui permettent de savoir si effectivement c'est bien appliqué en fonction des différents droits que je veux. Donc ça, c'était pour la partie serveur de fichiers. Une fois que j'ai terminé avec le serveur de fichiers, on va s'intéresser à l'Active Directory. Alors, ce qui est très important dans l'Active Directory, c'est de dire, OK, on a la même philosophie, donc activité de mon AD, changement de groupe, changement de contrôleur de domaine, de configuration, reset d'un password sur un compte user, changement d'un compte machine, tout ce que vous voulez. OK, très bien. Mais on a aussi cette notion d'état des lieux. Alors l'état des lieux de l'AD, c'est quelque chose qui n'est pas à sous-estimer, c'est très très important, puisque vous allez avoir donc bien sûr les différents contrôleurs de domaine, les différents groupes d'administrateurs, les différents groupes de sécu, les OU, tout ce que vous voulez, mais on a un focus aussi sur les comptes. Et la gestion des comptes et de leurs droits, c'est quelque chose qui peut s'avérer très 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 sensible.
Vous voyez qu'ici, on a une liste de rapports avec par exemple les comptes users, les comptes expirés, les comptes bloqués. Est-ce que j'ai des comptes avec des passwords qui n'expirent jamais? Est-ce que j'ai des comptes avec des passwords qui ne sont pas requis? Et en fait, eh bien, l'ensemble de ces rapports, non seulement peuvent vous donner des états des lieux, mais peuvent ouvrir le champ des possibles vers une gestion automatisée des comptes qui seraient inactifs. En fait, vient avec Netbricks un petit utilitaire qui s'appelle, vous le voyez, Netbricks Auditor Inactive User Tracker et qui en fait vous permet de mettre en place des petites politiques de gestion des objets dans l'AD. Attention, c'est vraiment des politiques liées à l'AD, ce ne sont pas des mouvements de fichiers ou des choses comme ça, etc. Mais c'est purement et simplement eh bien, ce que vous allez potentiellement scripter sur du potentiellement, je ne sais pas moi, des scripts PowerShell, etc., sur de la gestion de compte. En fait, vous voyez dans les actions, on a est-ce que le compte n'a pas été connecté pendant 30 jours, à partir de quoi je vais tout simplement mettre en place les différentes actions suivantes. Je vais dire, il ne s'est pas connecté pendant 30 jours, je vais notifier son manager. Il ne s'est pas connecté pendant potentiellement 90 jours, je vais reset son password par exemple, mettre un password random. Je vais, s'il ne s'est pas connecté pendant 120 jours, le disable ou tout simplement le delete carrément dans l'AD. Donc en fait, ce sont plein de petites actions que vous pouvez mettre au fur et à mesure de tout ça et en fait, eh bien, tout simplement, je vais dire simplifier votre vie dans le traitement des différentes gestions d'objets AD. Donc ça, c'est quelque chose qui est natif, qui n'est pas un surcoût dans l'outil et qui vous permet eh bien d'avoir, je vais dire, la totalité des besoins nécessaires dans l'AD. En plus de l'AD et enfin des changements par exemple et de l'état des lieux de l'AD, on va avoir toute la même philosophie sur les GPO. Les GPO, on va y retrouver les changements. Donc les changements de GPO, ça va être de dire, bah voilà, j'ai toute l'historisation de ce qui a été modifié sur des GPO, jusqu'ici je vous apprends rien, mais aussi leur état des lieux. Et là, l'état des lieux dans les GPO, c'est très intéressant, puisqu'on a un peu tous hérité des 10-20 ans d'activité avant notre arrivée dans l'entreprise de GPO, on ne sait pas trop ce qui pointe vers quoi. Et tout simplement, ici, eh bien, on va être en mesure de regarder l'ensemble de l'état des lieux de mes GPO. Mes GPO par nom, par réglage, par statut, par délégation. Est-ce que j'ai des réglages identiques dans des GPO différentes? En définitive, ici, on a tout simplement une photo à un instant T, si je puis dire, des domaines différents. Voici le réglage et les différentes GPO dans lesquelles il est présent. Ça vous permet d'identifier si potentiellement, eh bien, on a, je ne sais pas moi, un user ou quelque chose qui est dans différents, un paramètre, pardon, je m'en mêle avec l'AD, qui est dans différentes policies et qui vont tout simplement en fait à la base se vouloir discriminantes, mais au final pointer dans le même sens ou l'inverse. Donc tout ça, c'était pour la partie rapport. Encore une fois, tous ces rapports sont préconfigurés, ils sont natifs et ils vont venir donc en fonction des différents objets qui sont dans l'outil. Donc vous voyez, on a une partie AD, on a la partie messagerie, Network Devices, Oracle, SharePoint, SQL. On verra ensemble un petit peu après les licences, comment ça fonctionne. En plus de ça, vous avez accès en tant que client Netbricks à un module d'alerte. Le module d'alerte, donc vous avez bien évidemment une bibliothèque d'alerte préconfigurée à l'intérieur desquelles on va tout simplement en fait se retrouver avec une gestion tout simplement de bonnes pratiques, hein, je vais les appeler comme ça. Les bonnes pratiques, c'est ni plus ni moins que de dire voilà, j'ai je sais pas, des suppressions de masse sur un serveur de fichiers, sur un SharePoint, j'ai des connexions anormalement rapides ou des fail login anormalement rapides. Et en fait, toutes ces actions-là eh peuvent donner lieu à une alerte. Donc c'est très très simple de les mettre en œuvre puisque vous voyez, je clique sur on, je clique sur off. Donc on, là mon alerte fonctionne, je clique sur off, mon alerte n'est plus fonctionnelle. Mais en plus de ça, j'ai la possibilité d'en créer très très simplement. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, je vais ici, je ne sais pas moi, dire je vais créer une alerte donc que j'appelle test. Hop, je vais y mettre une liste de destinataires qui sont les différentes personnes qui peuvent être impliquées dans le traitement de cette alerte, pardon. Et je vais retrouver dans la création de mon alerte eh bien, les différents filtres d'usage. Donc je vais lui dire, je vais être alerté quand j'ai par exemple une action de, je ne sais pas moi, modification qui a été faite sur un certain type d'objet qui serait par exemple un fichier, fait sur
un certain partage qui serait le partage sensible machin, par une personne qui n'est pas membre du groupe qui doit avoir les droits sur machin, etc., etc. Mais en plus avec une notion tout simplement ici de seuil. En fait, la notion de seuil, ça va revenir à dire on va activer ici une volumétrie à partir de laquelle l'information nous intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, on va ni plus ni moins que dire cette information, ok, elle est pertinente si l'alerte elle est déclenchée X fois en temps de temps. En fait, si on prend un cas d'usage très bête, vous vous intéressez à des fail logon. Le fail logon, le problème qu'on va avoir, c'est tout simplement que si vous avez 3 fail logon dans une journée, c'est pas très grave. Si vous en avez 50 dans la même, c'est un petit peu bizarre. Et si vous en avez 1200 en 10 secondes, voilà, il y a un crypto-locker. Pour autant, le critère discriminant derrière, bah, c'est ni plus ni moins que les fail logon qu'on retrouve en mode log. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bah voilà, si ça arrive 3 fois en une journée, je m'en moque. Si ça arrive 50 fois en une journée, là je vais mettre un suivi comportemental. On va voir juste après comment ça fonctionne. Ou si ça arrive 10 000 fois en 60 secondes, et ben à partir de là, ok, je mets en place une alerte en temps réel. Dans le cas d'une alerte en temps réel, on est en mesure de mettre en place des alertes automatisées. Donc les réponses automatisées, pardon, je suis désolé. Donc les réponses automatisées, c'est ni plus ni moins en fait que automatiser une action qui est chez vous. C'est-à-dire que l'outil ne fait pas de remédiation, l'outil ne va pas prendre en main à votre place, il va tout simplement, eh bien en fait, je vais dire faire le lien, faire la passerelle, voilà, c'est le mot que je cherchais, entre une action qui est chez vous, un script PowerShell, un fichier exécutable ou quelque chose, ou tout simplement, eh bien, je vais dire, je ne sais pas moi, une action que vous auriez mis derrière. Donc l'alerte est déclenchée, on lui lit un script PowerShell, un exécutable ou quelque chose, et qui va avoir pour but eh bien, de bloquer les différentes actions qui sont effectuées ou monitorées sur cette alerte. En plus de tout ça, donc je vous disais, ça c'est dans le cas où on a une alerte en temps réel, on peut en plus mettre en place une notion de suivi des risques. C'est-à-dire, je vous disais, un collaborateur fait 50 trucs bizarres dans la journée, il n'y a pas mort d'homme, mais on veut quand même suivre. En fait, tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire, bon, ce user, cette action-là plutôt, eh bien, elle donne lieu à un certain nombre de points. Vous allez ranker l'importance de chacune des actions sur une échelle de 1 à 100 en utilisant la notion de risque score, pardon, et on va avoir un score qui va venir incrémenter un tableau ici d'analyse comportementale, où en fait, à chaque fois que l'action est effectuée par un collaborateur, le nombre de points de l'action va venir augmenter son compteur. Vous avez l'évolution du score de risque sur 30 jours glissants. Et en fait, eh bien, le score de risque de chacun des collaborateurs avec ce qui, à chaque fois, leur a valu d'avoir des points. Est-ce que ce sont des actions ponctuelles ou systémiques? Typiquement ici, donc on voit que ce collaborateur-là a créé des fichiers potentiellement dangereux sur un serveur de fichiers. Moi, quand je dis un fichier potentiellement dangereux, c'est quelque chose qui se termine par .exe sur le partage local. Bon, ça, j'ai dit non, j'en veux pas. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ou de systémique? Ah bah, je vois qu'il l'a fait 28 fois en 30 jours, donc je peux filtrer par ça, voir toutes les actions en elles-mêmes, et je vois objectivement que Ken ici se moque du monde. Donc c'est une possibilité bien d'avoir un fil rouge sur les suivis comportementaux entre l'alerte et les états des lieux spécifiques. On a fait ensemble le tour de l'audit. Donc si je récapitule, ici vous venez déclarer vos objets, on fait de la recherche en temps réel avec une barre en mode Google, ou on fait du suivi avec des rapports ou des alertes en temps réel. En plus de tout ça, vous avez la possibilité de pousser, je vais dire, le curseur un peu plus loin et de faire ce qu'on appelle de la classification de données. La classification de données, pour faire très très simple et qu'on garde du temps pour avoir les questions-réponses après, ça va être de dire on est en mesure d'aller dans le contenu des fichiers, dans le contenu des bases de données, des tenants de 365, du SharePoint Online, des mails, des pièces jointes, ce que vous voulez, et d'identifier où se trouve la golden data, pour reprendre ce que disait Christopher, la donnée importante. Ça peut être lié sur des bibliothèques préconfigurées, donc typiquement si on cherche des données de type normative, RGPD, ISO,
ou tout ce genre de choses. Ou alors, eh bien, on peut avoir la possibilité de créer ses propres taxonomies pour trouver les différentes informations. Ici, je vais aller donc déclarer différentes sources. Je vais dire voilà, j'ai mon serveur de fichiers, j'ai mon ceci, j'ai mon cela. Ok, très bien. Donc vous voyez là par exemple dans mon tenant que moi j'ai un tenant 365, j'ai quelques serveurs de messagerie, j'ai un partage de fichiers et j'ai une base de données SQL. Ok, super. Une fois que ça c'est fait, la classification va être faite en 3 étapes. On a d'abord la collecte. La collecte, ça va être de dire on va aller récupérer l'ensemble des éléments qui sont sur la source. Donc dans mon cas, les différents fichiers du serveur de fichiers. On va ensuite indexer cette information. L'indexer, ça veut dire qu'on va la rapatrier dans la base de données de Netwrix pour, comme quand on le faisait dans l'audit, eh bien, travailler localement uniquement sur la base de données et ne pas le faire sur la production. J'insiste sur un point, cette partie est encore une fois entièrement sans agent. Netwrix Data Classification ne nécessite aucun agent à déployer, que ce soit sur votre tenant 365, que ce soit sur votre serveur de fichiers ou tout ce que vous voulez. Et la troisième brique, et pas des moindres, eh bien, c'est la classification. La classification, ça va être de dire, on va ici eh bien, appliquer les différents critères de recherche qui nous intéressent. Alors, ça peut être de la recherche de chaînes de caractères, ça peut être de l'expression régulière, mais c'est aussi tout ça combiné dans un moteur d'OCR, de reconnaissance optique de caractères. Où en fait, cet OCR va vous permettre de retrouver les données à caractère sensible, que ce soit dans des fichiers, que ce soit dans des partages, que ce soit dans des images, dans des tenantes de messagerie, dans des corps de mail ou dans des pièces jointes, peu importe, vous allez être capable de retrouver la donnée sensible absolument partout. Comment est-ce que ça se traduit pour vous d'un point de vue usage? On va aller rapidement voir les taxonomies ensemble. Ici, je vais lui dire, bah tiens, moi je m'intéresse à la GDPR, donc c'est une bibliothèque que j'ai téléchargée parce que je veux trouver les données GDPR dans mon environnement. J'ai les différents patterns GDPR en fonction des pays, parce que ces bibliothèques donc, sont des bibliothèques d'information préconfigurées, mais vous vous doutez qu'un passeport en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en France, ça n'a pas la même tête, donc forcément ce sont différentes informations qu'il faut traiter. Et ici, eh bien, on a tout simplement la capacité en fait à avoir les différents critères qui recherchent l'information dans vos fichiers, dans vos mails, dans tout ce que vous voulez. Alors, c'est ici que la chose est très très importante, c'est que on va pouvoir, je vais dire, modérer l'impact de chacun des critères. En fait, vous allez dire, moi je cherche une carte d'identité. Mais pour que je sois sûr que ce soit une carte d'identité, je ne veux pas juste qu'on se base sur la mention carte d'identité dans un fichier. Ça peut être écrit cette phrase-là, carte d'identité dans un fichier, et pour autant, ça n'en est pas une. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez variabiliser. Vous allez dire, OK, il faut, pour que le document soit considéré comme tel, dans mon cas, la recherche d'une carte vitale, il faut que le document obtienne 50 points. J'ai dit l'expression régulière du numéro de sécu lui vaut 40 points. Il faut au moins un autre élément à 10 points pour garantir que c'est bien ce que je cherche. Et ici, je vais me retrouver très simplement avec le traitement donc potentiellement voilà, de différents fichiers. Alors ça peut être du fichier texte, ça peut être du corps de mail, ça peut être du fichier image ou ce genre de choses. Et ici, je peux avoir le scoring de chacun des objets que j'ai trouvés. Donc, pourquoi est-ce que cette image a été définie comme une carte vitale? Ah, parce qu'à l'intérieur, on a retrouvé un numéro de sécurité sociale et 2 fois la mention vitale. Ce qui est important ici, c'est que vous voyez que 2 fois la mention vitale ne vaut pas 2 fois 10, mais vaut 10 plus 1. En fait, on pondère le nombre d'itérations de présence d'un élément. Et on a la possibilité, le cas échéant, d'ouvrir le fichier en question si on a les droits dessus. Là, je vais vérifier que c'est bien une carte vitale. Oui, c'en est une, mais j'ai eu la possibilité d'ouvrir ce fichier uniquement parce que à la base, j'en suis propriétaire, j'ai les droits dessus. Là, vous voyez que c'est par exemple le compte de messagerie de mon collaborateur, ce n'est pas mon nom. Je n'ai en aucun cas la possibilité d'ouvrir ce document. Il y a quand même un garde-fou. C'est pas parce que vous donnez la classification à quelqu'un qu'il a accès au contenu de chaque fichier. Il va être capable de dire ce fichier est GDPR, ce fichier est sensible, il est ceci, il est cela, mais en aucun cas il ne va aller pouvoir lire dedans.
Avant de passer aux questions-réponses, je vais parler très rapidement du mode de licensing. Pour ce qui est des prix, je vous renverrai vers les équipes d'Avantgarde. Ils ont tous les éléments pour vous donner plus de précision. Mais le mode de fonctionnement de Nedrix, il est assez simple. En fait, vous avez compris, il y a deux outils. Il y a un outil qui s'appelle Auditor. Donc, Auditor, c'est celui-ci. C'est l'audit, la traçabilité, donc la barre de recherche, les rapports, les alertes, tout ce qu'on a vu ensemble en première partie. Et un deuxième outil, qui est ici la classification. La classification, c'est ici la recherche de données à caractère sensible personnel, la golden data au sens large, dans l'ensemble de votre système d'information. Et en fait, eh bien, la dichotomie entre ces deux produits est que vous choisissez le produit que vous voulez, donc vous allez voir les équipes Avant-Garde en disant bah, moi je veux de l'auditor ou de la classification, et pour chacun de ces objets, eh bien ici, je vais avoir la possibilité de choisir différentes briques. En fait, vous voyez, donc là, je suis allé dans Auditor et je retrouve eh bien, toutes les briques que j'ai la capacité d'auditer avec Netbricks Auditor. Donc, je peux choisir de prendre l'AD, le serveur de fichiers, l'SQL, l'Oracle, tout ce que vous voulez. Et ce qui est très important, c'est que l'outil, du coup, est entièrement sur mesure. Vous allez choisir les modules qui vous intéressent, laisser de côté ceux qui ne vous intéressent pas, et vous ne serez facturé que pour l'audit des objets qui vous intéressent. Voilà, j'ai fait une présentation relativement sommaire. Je voulais qu'on essaye de couvrir ensemble un maximum de points. Comme promis, j'ai gardé un bon quart d'heure pour les questions-réponses. Je vois qu'il y en a déjà qui en ont posé. Surtout, n'hésitez pas, posez vos questions. On est là pour ça avec Christopher. Et puis, on va essayer de faire un maximum d'échanges pour rendre cette présentation un petit peu plus interactive que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Alors, je vais ouvrir les questions. Est-ce que Netbricks peut remplacer un serveur de log? Bah, écoutez, dans l'absolu, pourquoi pas? Effectivement, si aujourd'hui vous aviez un serveur type syslog que vous exploitiez à la main et qui vous permettait de remonter des alertes, dans la mesure où on va travailler sur les objets qui sont présents à mon écran, bien sûr, ça peut tout à fait remplacer un serveur de log. L'outil, c'est pas un SIEM, vous l'aurez compris. Le but, c'est pas d'aller chercher la terre entière en termes de logs et de remonter des logs d'objets connectés ou ce genre de choses à l'intérieur. Mais en tout cas, pour l'ensemble du périmètre fonctionnel ici, c'est tout à fait pensé pour. Et ça peut parfaitement s'intégrer avec un SIEM, c'est même complémentaire. On peut parfaitement rajouter le Nedrix par-dessus qui a une valeur ajoutée à un niveau plus haut sur la donnée, sur la surveillance Active Directory, sur la conformité, sur le comportement anormaux et l'alerting en temps réel. Donc c'est vraiment aussi, on a beaucoup de clients qui ont un SIEM type ELK, Splunk et qui ont des solutions type Nedrix en plus parce que l'outil vient au cœur de vient se positionner au cœur de la sécurité du système d'information. Il y a un point d'ailleurs sur lequel je vais rebondir de ce que dit Christophe qui est très vrai, c'est que quand vous êtes sur le site de Netbricks, ici, vous voyez dans ressources, il y a Add-on Store. Vous avez des petits connecteurs qui sont totalement gratuits et qui sont en fait eh bien, des moyens de faire la passerelle, c'est des connecteurs API, typiquement avec des outils, vous voyez, on a de l'ArcSight, on a du Splunk, du QRadar, du LogRhythm. Donc on a totalement la possibilité de faire le cas échéant, même communiquer ces outils, plus que cohabiter, on va les faire parler entre eux. Deuxième question. Les modifications de fichiers se fait sans que l'audit mode Windows soit paramétré. Alors, effectivement, vous l'aurez compris, il faut qu'on ait les journaux d'événements sur les objets d'activer. C'est-à-dire que l'outil Netbricks, lui, va aller récupérer, va aller pouler l'ensemble des différents journaux d'événements. S'il n'a rien à lire au moment de sa requête, bien évidemment, il ne va pas pouvoir vous rapatrier d'informations. Il faut que les event logs soient paramétrés sur les différents objets que vous allez auditer. Ah, on n'avait que 2 questions, décidément ça a dû être limpide. Profitez-en, hein, on est là pour ça, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je ne sais pas si en attendant les autres questions, Christopher, tu voulais rajouter quelque chose? Juste ouais, en complément, ces outils-là, faut les voir comme de l'intelligence sur la donnée. Donc ça vient pas, comme je le disais, remplacer un SIEM, etc. Effectivement, quand on a tout le parc, comme on l'a vu avec les modules, ça peut bien sûr, comment dirais-je, remplacer le syslog, etc.
mais si vous voulez intégrer, interfacer cette solution en plus d'un SIEM, et ben c'est vraiment complémentaire. Ah, on t'a perdu, Christopher. Ah, on a Ouais, perdu. Ah, ouais, on t'avait perdu un instant. ouais, je sais pas où ça a coupé. Voilà, juste pour résumer, faut voir ça vraiment comme un outil de l'intelligence sur la donnée, de surveillance AD, mise en sécurité, et qui est vraiment complémentaire au SIEM et qui peut venir s'interfacer avec sans souci. Ça va venir enrichir l'écosystème. Donc voilà pour cette Complètement. partie-là. Et On a tous ceux qui d'autres. sont dans des démarches de mise en conformité, de réglementation PCI, RGPD, eh bien ces outils-là vont venir vous faciliter la vie pour répondre à cette mise en conformité. De par l'outil en lui-même, le moteur, mais par aussi la classification, mais aussi par les rapports que vous avez présentés, Damien. D'accord. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Si Netvrix exploite les données des event logs, est-ce qu'il les stocke? Alors en fait, Netvrix va tout simplement rapatrier l'ensemble des logs dans sa base de données locale. La base de données Netvrix, elle est configurée de la manière suivante. Vous allez ici dans Réglages, dans Audit Database, et en fait, vous allez trouver que Netvrix va stocker nativement 180 jours de données. C'est-à-dire qu'il va aller récupérer tous les event logs au fur et à mesure de son quotidien et il va stocker localement dans la base SQL en brut, je dirais, 180 jours de données. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Tout ce qui est antérieur à cette période, eh bien, on ne va pas le supprimer. On va tout simplement automatiquement le mettre à côté sur du fichier à plat. Ces données peuvent être réimportées à n'importe quel moment, mais vous permettre, vont vous permettre de moduler, si je puis dire ainsi, non seulement la volumétrie de votre base SQL, mais aussi la pertinence de vos requêtes, puisque quand vous allez taper une requête dans la barre de recherche, elle va chercher dans la totalité des infos sur sa base SQL. Donc, quand vous dites est-ce que l'admin a fait des modifs de policy, ça m'étonnerait que vous soyez en train de chercher est-ce qu'il a modifié une GPO il y a 8 mois. Globalement, c'est des choses relativement courtes. Donc le but est en fait de vous permettre d'avoir des visibilités sur des fenêtres pertinentes, mais effectivement stockées localement. Et j'attire votre attention sur quelque chose, l'outil est entièrement on-premise, il n'y a rien qui part traité à l'étranger par l'éditeur ou que sais-je, etc. La donnée est sur votre VM, chez vous, et n'en sort pas. Est-il possible de tracer tous les accès à un fichier sensible, même pour les utilisateurs ayant les droits, ou par exemple de lever une alerte si un utilisateur copie massivement des fichiers sur une clé USB? Alors, deux questions. Est-il possible de tracer tous les accès, même ayant les droits? Tout à fait. En fait, l'outil va vous permettre de savoir qui fait quoi, où et quand. Donc, si vous vous intéressez à un fichier spécifique, par exemple, on va faire l'usage ensemble. Je suis désolé, hein, moi les fichiers, ça va peut-être pas être la folie vu que c'est du log automatique. J'ai un fichier qui s'appelle PC File. Hop, je vais aller le chercher. Donc là, je vais demander de l'information sur un nom de fichier spécifique et j'ai toutes les actions qui ont été faites sur le fichier PC file, donc j'en ai plusieurs déclinaisons, mais dans tous les répertoires, par toutes les personnes, quelles ont été les actions faites dessus, etc. Attention, je fais la dichotomie entre l'activité d'un fichier, c'est-à-dire les connexions, déconnexions, ouverture, fermeture, renom, tout ce qui est au niveau système, au niveau log, et la classification. Vous avez compris que là, dans Auditor, on saura qui fait quoi, où et quand. Dans classification, on saura quel a été le contenu du fichier en question. Voilà, c'est la dichotomie importante. Pour la deuxième, est-ce qu'on est en mesure de mettre une alerte si un user copie massivement des fichiers vers une clé USB? Alors en soi, le problème, c'est que la copie sur une clé USB, c'est pas logué au niveau Microsoft. Donc tout ce qui est fuite sur une clé USB, on va pas pouvoir directement le voir. On va être en mesure de mettre en place des alertes sur des comportements anormaux. En règle générale, si quelqu'un copie massivement sur une clé USB, il va déjà de base aller faire un nombre d'activités qui est anormalement élevé, c'est-à-dire aller faire X ouverture de fichier pour vérifier ce qu'il veut en temps de temps, X copie, X renom, X machin. Enfin, on va être capable d'identifier ce qu'il fait au niveau du serveur de fichier et de remonter l'alerte de comportement associé, mais on ne va pas être capable de faire tout simplement une alerte liée à la clé USB elle-même parce que l'essence même de Netvrix, c'est que ça s'appuie sur du log et cette information elle-même n'est pas loguée.
Juste en complément là-dessus, il faut savoir que tous ces comportements anormaux-là vont être paramétrés de manière générale dans l'outil, donc d'un point de vue des utilisateurs, des groupes de sécurité de manière globale. Par contre, vous pouvez créer une alerte sur un utilisateur ciblé, mais d'un point de vue légal, il faut savoir que c'est pas conforme. On n'a pas le droit de créer une alerte pour suivre un utilisateur spécifique. Donc ça, c'est juste une petite aparté. Par contre, de toute façon, l'ensemble des utilisateurs, de manière générale, est suivi. Donc vous aurez, si vous avez des déviations de comportement, vous les verrez. Mais c'est juste, si vous voulez créer une alerte sur un utilisateur cible, d'un point de vue légal, ça, c'est pas autorisé. Parce qu'on a eu la question de savoir, par exemple, si on peut créer une alerte sur un utilisateur, si par exemple il démissionne sur sa période, sa fin de période de 3 mois, si on pouvait aller créer une alerte dessus. Ça, c'est pas, vous pouvez le faire techniquement, mais légalement, c'est pas autorisé. Ok. Il semble qu'on ait répondu pour l'instant à toutes les questions. Bon, eh bien, ça a l'air d'être clair. Pour tout ce qui est donc information complémentaire, on est bien évidemment avec les équipes de Monaco Digital complètement à votre disposition, que ce soit pour essayer l'outil, que ce soit pour des approches tarifaires. Je vous invite très grandement à l'essayer si jamais vous avez été intéressé par ce que ça fait. On est conscient que donc, ce webinaire est bien pour découvrir, mais ça ne vous parle pas forcément. Voilà, les données que je vous présente, ce n'est pas des choses de votre écosystème, ce n'est pas des choses qui vous parlent en soi, mais l'outil se teste très facilement. C'est à mettre en œuvre chez vous avec une simplicité, vous allez voir, assez déconcertante. Et puis, ça vous parlera sûrement beaucoup, beaucoup plus facilement que si on continue ensemble simplement sur ce webinaire assez général. Je vais te laisser le mot de la fin, Christopher. Donc, merci à tous d'avoir participé, et merci aussi à toi, Damien. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous voulez approfondir, soit pour des démonstrations plus avancées, soit aussi pour poker la solution. On peut faire des démonstrations directement sur votre environnement de test, que ce soit sur la partie de module classique, traçabilité avec le Netflix, mais aussi sur la partie Office 365, parce que il y a une forte intégration avec Office 365, c'est sur la partie SharePoint, Exchange Online. Donc, c'est des choses très intéressantes pour voir les déviations de comportement aussi là-dessus. Donc, notamment pour se prévenir des attaques ciblées ou man in the middle, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, nous, on est disponible avec l'équipe Neovad et l'équipe Netflix. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.